Bien le bonjour à toutes et à tous, 20 ans francs avec vous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 21 février 2019 et ce matin, eh bien, on a plutôt alors un climat mitigé hein, sur les marchés. On a les devises commodities qui sous-performent ce matin en raison d'une annonce provenant de Bloomberg, de Reuters, pardon, annonçant que un port de Chine allait limiter ses importations de charbon et dont le charbon australien, donc l'AUD comme vous avez pu le constater, eh bien chute depuis cette annonce hein, qui est sortie il y a 2-3 heures. Voilà donc baisse des devises commodities dont l'AUD et le NZD. À l'inverse, ces devises refuges surperforment comme le dollar et le yen. Petite particularité, c'est que l'euro se situe également assez bien, hein, il surperforme le marché. C'est assez rare que l'euro et le dollar surperforment en même temps. C'est même, oui, c'est rare, on peut le dire. Au niveau des marchés actions, Wall Street a clôturé en légère hausse. En Asie, clôture mitigée. Le CSI 300 chinois eh bien, est en baisse. Le Nikkei en hausse. Et si on regarde l'indice MSCI Asie ex-Japon, eh bien, il s'inscrit en hausse également. Donc voilà, clôture mitigée malgré le fait que, encore une fois, d'après Reuters, on a, on a les États-Unis et la Chine qui seraient d'accord sur des avancées, qui seraient mis d'accord sur des avancées très importantes dans le cadre de ces renégociations commerciales, telles que eh bien, le droit à la propriété intellectuelle, l'arrêt, enfin en tout cas le transfert forcé de technologie, etc., etc. Donc voilà, ça c'était des annonces plutôt positives. Du côté de la Fed, on n'a rien de nouveau. Comme je vous l'ai dit, voilà, le communiqué n'a rien indiqué de nouveau. Euh, et voilà, donc vraiment pas grand-chose à dire ce matin. Pourtant, on avait beaucoup pour avoir de la nouvelle volatilité. Ce n'a pas été le cas. Tout est ressorti, on va dire, je dirais pas dans la lignée des attentes, mais euh, sans réelle disparité par rapport à ce que le marché price depuis ces dernières semaines. Donc finalement, il n'y a pas eu de bonnes ou de mauvaises surprises qui sont sorties cette nuit avec la Fed ou alors au niveau de l'annonce de Reuters. Et donc voilà. Alors bonjour tout le monde, bonjour Gérard, bonjour Gilles, Vladimir que je salue également, François, bien le bonjour à vous Frédéric. Voilà, bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc on va commencer par le disclaimer. Comme vous le savez, hein, le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Au niveau de la science américaine et asiatique, comme je vous l'ai dit, clôture en légère hausse à Wall Street hier. Alors la petite particularité, ce qui est assez voilà, intéressant à constater pour ceux qui étaient également là hier, eh bien c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, ça fait 2 séances consécutives qui clôturent en légère baisse, très légère, hein, mais clôture en légère baisse, alors que les autres indices américains sont en hausse. Ça, pareil, c'est un phénomène assez rare. Je ne sais pas si c'est un signal baissier, mais en tout cas, ça indique que c'est pas les techs qui soutiennent les marchés actions. Or, on sait que sur du long terme, qu'est-ce qui soutient c'est quoi la plus grosse bulle parmi les secteurs des marchés actions? C'est les techs. Hein. Les techs sont, voilà, sont vraiment privilégiés par les investisseurs avec les GAFA. Donc, voilà, sa petite particularité, les indices américains sont à court terme non pas soutenus par les techs, mais on le voit plutôt pas des secteurs qui ne sont pas des techs. Probablement les secteurs de l'énergie avec la hausse des cours de pétrole. Euh, voilà, donc j'ai pas regardé, mais en tout cas, on voit très bien que le Nasdaq ne progresse pas depuis 2 séances consécutives. Le VIX, il est à l'équilibre. Bon, il a perdu 5,78% hier, mais on va dire qu'il est entre 14 et 15. Le DXY, pareil, séance neutre hier. Ce matin, nous avons une hausse du rendement à la suite de la Fed. Le yen qui prend 0,32%, comme je vous l'ai dit. Voilà, le yen et le dollar surperforment, ce qui fait pression sur le gold. Voilà, après être revenu à 1345, une première depuis le mois d'avril de l'année dernière, eh bien voilà, on a une petite prise de bénéfice, c'est tout à fait normal. Le Nikkei et le MSCI Asie ex-Japon sont en baisse. Voilà. Au niveau du calendrier économique, pas mal de chiffres. Alors concrètement, ça va se résumer au niveau des PMI en zone euro. Dans les pays de la zone euro ce matin, on a eu les chiffres de l'inflation
chiffres d'inflation qui sont sortis dans la lignée des attentes, hein, en zone euro. Regardez l'IPC allemand 1,4. Bon, faut regarder l'IPCH, hein, l'IPCH c'est le plus important, c'est 1,7%. Donc dans la lignée des attentes, voilà, pas de bonne ou pas de mauvaise surprise du côté de l'inflation. Et voilà, donc là, ça sera 9h jusqu'à 10h, on le voit, ça sera des PMI, PMI d'Allemagne, PMI de la zone euro, on a même les PMI français, voilà, ils sont faibles, mais euh, PMI français, PMI également italien, il me semble, non? Non. Donc voilà, français, allemand, zone euro, entre, entre 9h15, donc dans voilà un peu moins de 10 minutes, et 10h. Alors qu'est-ce qu'on attend au niveau de ces PMI? Alors si on doit regarder en Allemagne, l'activité manufacturière en légère hausse, 49,9, c'est toutefois une contraction, parce que vous savez que le PMI au-dessus de 50, c'est un développement, et en dessous de 50, c'est une contraction de l'activité, soit manufacturière, soit des services, ou le composite. Le composite, c'est les deux. Donc c'est l'économie. D'accord? Donc le composite allemand est attendu en développement, 52. On voit que c'est plutôt tiré à court terme enfin, cette progression. Ah pardon, c'est pas une progression puisqu'on passe de 52 à un 52. Donc ce ralentissement, c'est dû au service puisque les services, on le voit, passent de 53 à 52,9. Donc voilà, c'est plutôt les services qui, a priori, feraient pression à court terme, même si ils restent en développement. D'accord? C'est un ralentissement de l'activité des services. C'est pas une contraction puisqu'on est toujours au-dessus de 50. Et au niveau de la zone euro, alors le composite est attendu à 51,1, donc en légère progression. Le manufacturier 53, donc voilà, pas en contraction, mais en ralentissement. Et le service attendu en développement. Donc c'est probablement le PMI service français qui tire un petit peu voilà, celui de la zone euro. On regarde le français, alors le service 48,5, voilà, un léger rebond, mais on voit que c'est en contraction. Le service, le manufacturier français 51, pareil, ralentissement, mais en développement. Et le composite français 48,8, 48,2, voilà, finalement, vous voyez, composite en contraction, c'est pas très bon. Voilà, les composites, c'est vraiment un indicateur avancé pour juger de l'état des économies. C'est assez corrélé au PIB, d'accord. Et en fait, les tendances globales, eh bien, nous aident à avoir une idée vraiment de la croissance finalement mondiale avant que les PIB soient publiés. Parce que les PIB, c'est souvent publié 3 à 4 mois après la date enfin, après la période mesurée. Par exemple, le PIB du quatrième trimestre 2018, les pays commencent à publier des estimations en février et finalement les estimations définitives, c'est on va dire fin mars, début avril. Vous voyez, donc c'est plutôt 3 mois après, alors que les PMI, voilà, le PMI de décembre, eh bien on a déjà à la mi-décembre un PMI flash et en fin décembre on a le PMI définitif, fin décembre, début janvier. Donc on sait les tendances avec les PMI, on le sait beaucoup plus tôt que le PIB. PIB, ça va simplement venir confirmer, mais souvent avec les PMI, on peut avoir une estimation, enfin en tout cas les consensus enfin ça permet au consensus pardon d'économistes et d'analyse d'avoir une estimation assez précise du PIB. C'est rare qu'il y ait un PIB qui voilà est fortement différent des attentes. Donc voilà, les PMI c'est vraiment un indicateur très très important. Alors pas d'image, on me dit pas d'image, pas d'image. Alors si moi j'ai alors est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image et le son fonctionnent correctement s'il vous plaît? Image OK, voilà, on m'a dit image OK, Edgy, son OK, parfait, voilà, on me dit que c'est bon, donc ça doit venir de chez vous. Voilà. Merci pour ces confirmations. Merci pour ces confirmations. Donc voilà, jusqu'à 10h, on aura des PMI. Et ensuite cet après-midi, alors 13h30, minute de la BCE. Minute de la BCE. Alors c'est cela, je sais pas pourquoi le titre a changé, mais c'est minute de la BCE à 13h30. D'accord. Et ensuite, on aura bien évidemment les PMI de Market, cette fois-ci pour les États-Unis à 15h45. Et 15h45, donc on va activité manufacturière. Vous voyez comme quand je vous dis que l'activité, comment dire, est bonne est bonne aux États-Unis, pas excellente mais bonne. On voit que les chiffres n'ont rien à voir avec ceux de la zone euro. Donc activité manufacturière qui devrait légèrement accélérer, très légèrement, 55 contre 54,9. Et pareil pour les services, 54,3 contre 54,2, ce qui devrait faire, donc il n'y a jamais d'estimation sur le PMI composite de Market pour les États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, hein. Mais donc du coup, comme ça de tête, à mon avis, c'est un composite qui est prévu à 54,6.
puisque là on augmente de 0,1 point, et ici également, donc 54,6 me semble, voilà, ça me semble être le consensus finalement. Voilà donc pour le calendrier économique. Passons pour commencer à cette force relative que je souhaite vous faire voir, c'est la force relative entre le Brent et le Gold. Quel est l'intérêt de faire voir cette force relative? L'intérêt, c'est que le Brent, c'est un actif qui s'apprécie lorsqu'on a de l'appétit au risque, ou en tout cas des bonnes prévisions de croissance mondiale, d'accord? Et le Gold s'apprécie lorsqu'on a plutôt de l'aversion, d'accord? Donc en fait, on va retirer de l'équation l'effet dollar quand on regarde la force relative Brent Gold, ce qui est du coup un baromètre pour le climat des investisseurs. Enfin plutôt des intervenants du marché. Dès qu'on a cette force relative qui est en baisse, c'est-à-dire qu'on a le Brent qui sous-performe et donc on a plutôt de l'aversion au risque. Et lorsqu'on a cette force relative qui bondit, ça veut dire que on a plutôt de l'appétit au risque. Voilà, donc c'est un baromètre il en existe plein d'autres, mais on voit que là il arrive sur support. Il arrive sur support ce ratio. Donc les perspectives sont plutôt positives, même si voilà c'est compliqué de s'attendre à un voilà un rebond techniquement, un rebond est à envisager, parce qu'on est sur un support quand même pluriannuel, mais ça voudrait dire qu'on aura plutôt de l'euphorie que de la panique sur les marchés. Est-ce que c'est justifié? Alors que voilà, vous connaissez mon opinion, on a beaucoup d'échéances qui arrivent, le S&P, le CAC qui ont quand même beaucoup fortement progressé sans réelle correction. C'est difficile à imaginer, en tout cas pour moi, mais bon, en tout cas d'un point de vue technique, on voit que cette force relative Brent Gold est sur un niveau de support assez important. Bon, si on a un breakout, voilà, si on a un breakout, ça sera un signal d'aversion au risque, parce que ça sous-entendra que la force relative Brent Gold devrait continuer à baisser, ce qui est voilà sur du long terme, faut le savoir. Ouais, sur du long terme, cette force relative elle est en baisse, hein. Mais là, on voit que on est en train d'avoir un aplatissement. Donc, je dis pas qu'on va revenir tout là-haut, vous voyez, mais ça me semble possible. Ça me semble possible, pardon, qu'on ait un rebond à court terme. Voilà, donc force relative sur support. C'est ça que je voulais vous faire voir. Où peut-on retrouver la force relative journalière, mais également en unité plus faible, exemple UT 30 minutes, voire 5. Alors, UT journalière, là sur la force, donc vous l'avez sur Pro Time, vous avez sur TradingView, voilà, sur les deux plateformes, vous avez les forces relatives. Il me semble pour regarder en intraday les forces relatives euh, sur certains actifs, comme les contrats futurs, d'accord, parce que là j'ai mis contrats futurs. Sur TradingView, vous devrez payer, il me semble, vous devez avoir un compte pro. Donc moi j'ai la chance d'en avoir un, mais il me semble en tout cas, oui voilà, j'ai un compte pro, euh, mais euh, mais sinon vous pouvez le faire gratuitement sur Pro Time. C'est relativement simple, hein. Vous allez sur l'actif en question, d'accord, Gold. Vous allez dans l'indicateur, force relative. Vous ajoutez votre actif, donc je sais pas Brent, Gold Brent. Bon du coup ça va être l'inverse puisque nous on a fait Brent Gold sur TradingView. Et là vous avez votre force relative, pardon, et ensuite vous pouvez aller sur n'importe quelle unité de temps. Vous voyez 30 minutes, vous l'avez. Donc c'est totalement gratuit sur Pro Time. Maintenant, c'est pas les cotations du contrat futur, c'est les cotations comment dire, des CFD IG. Mais bon, voilà, ça ressemble quand même les prix de cotation sont quasiment les mêmes, hein. C'est pas c'est pas le spread qui va vraiment changer l'état de la force relative, hein. Donc voilà. Donc cette force relative sur support, on regarde les autres indicateurs de risque. Indicateur de risque VIX, bien les bas, hein. Là on passe sous 15. Sous 15 c'est un degré quand même de complaisance, je dirais pas extrême, mais quand même assez important. Donc c'est boule pour les marchés, le fait que le VIX soit bas. C'est inquiétant et vous le savez que je dis depuis quand même pas mal de temps. Mais voilà, le fait qu'il soit sous 15, à court terme, c'est un signal haussier. Maintenant, on le sait, pour que ça dure sous 15, faut qu'il y ait vraiment quelque chose, un argument en faveur de l'appétit au risque. Donc ça passera soit par un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, soit par des politiques monétaires qui vont devenir accommodantes pour rajouter de la liquidité sur les marchés. Et ça, la liquidité, ça fait baisser la volatilité implicite des marchés. Et donc, en clair, ça fait baisser le VIX.
VVIX extrêmement bas, 75. 75 c'est extrêmement bas. Regardez, c'est plus bas depuis voilà, été 2017. Donc voilà, c'est très très bas. À court terme, c'est un signal haussier pour les marchés actions. Maintenant, on le sait. Si on doit faire des probabilités, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une étude de probabilité sur le VVIX. Faut que je fasse beaucoup d'études, mais en ce moment, j'ai pas le temps. On voit que ça dure rarement longtemps, hein. Donc voilà, c'est un signal haussier à court terme pour les marchés actions, à très court terme, mais on sait que sur du moyen terme, ça ne dure pas. Ensuite, force relative entre les cycliques et les défensives. Bon, toujours en range, hein. On n'a pas grand chose à dire sur cette force relative. Alors, on peut un petit peu apercevoir la formation, je dis bien la formation, hein. On n'est pas en train on l'a pas validé, mais ça me fait penser un peu à une épaule, une tête, et on est en train de peut-être faire l'épaule. Vous voyez, peut-être, hein. On est encore très loin d'avoir fait cette épaule, mais c'est ce qui pourrait être en train de se faire. Couverture entre le court terme et le moyen terme des investisseurs. Donc là, on compare le VIX 30 jours avec le VIX 3 mois. La logique, c'est que si cette force relative est sous 1, c'est-à-dire que le marché se couvre davantage sur du moyen terme que sur du court terme. Ce qui est logique. Ce qui est logique sur du moyen et long terme, il y a beaucoup plus de risques que sur du court terme, normalement. À part lorsqu'on a de la panique. Lorsqu'il y a de la panique, comme à ce moment-là, on avait le VIX, cette force relative, donc en fait le VIX, qui était supérieur au VIX 3 mois. Donc ça veut dire que le marché, les investisseurs se couvrent beaucoup plus à court terme que sur du moyen long terme. Voilà, donc là on est sous 1, pareil, c'est un signal positif pour les marchés actions à court terme. À court terme, même à moyen terme, parce que cette force relative ne nous donne pas de signaux, baissiers euh, sur les marchés actions, même si elle est basse. Plus elle est basse, plus ça veut dire que le marché est confiant. Voilà, je passe sur le S&P. Le S&P, j'ai fait une analyse en intraday. Alors déjà, je vais commencer par le journalier. Alors on va même commencer, vous savez quoi, en hebdomadaire pour prendre de la hauteur. En hebdo, voilà, regardez le RSI. Il repasse au-dessus de 50 pour la première fois depuis le début du moment de panique, hein, qu'on a eu en début octobre. Donc on repasse au-dessus de 50. Ça, c'est un signal positif. En journalier, on est à 70, voilà, on flirte avec la zone de surachat, ce qui est un signal positif pour les marchés actions, hein. Le fait qu'on est dans une zone de surachat, c'est positif pour la tendance haussière. C'est seulement quand on sort de la zone de surachat qui est un signal baissier. Donc là, on voit qu'on flirte avec les 2008, et si on s'approche, si on prend une tête encore plus faible, là on avait un biseau, faux signal baissier. Normalement, lorsqu'on a un biseau, on vient chercher les retracements de Fibonacci, donc 38, 50, 61. Là, c'était un faux signal. Vous voyez, faux breakout. Enfin, on avait un breakout, mais finalement, voilà, faux signal. Et d'ailleurs, je me rappelle, puisqu'on en avait parlé de ce biseau, j'étais passé voilà, baissier, rappelez-vous, lors de la cassure de ce biseau. Et depuis, je reste neutre tant qu'on est dans ce canal. On tend vers les 2800, on tend même plus précisément vers le plus haut, vous voyez, de octobre, qui a fait office de résistance en novembre et décembre. C'est cette zone entre 2821 et 2800. Bah, c'est une puissante zone de résistance. C'est la plus puissante depuis voilà, le plus bas, peut-être la deuxième la plus puissante. On a celle-ci et on a également celle-ci. Regardez. Donc là, on avait également une zone. Donc ça, c'est les deux zones vraiment majeures, hein. C'est les deux zones majeures, hein, euh, à surveiller. Voilà, donc là 2008, 2008, momentum haussier, prix haussier. Donc pour le moment, il y a pas grand chose à faire, hein, je dirais. Vraiment là où on aurait un signal qui commencerait à être baissier, là on voit qu'on commence à avoir une divergence, hein. Vous voyez ici le sommet, sommet, sommet. On voit très clairement. Maintenant, on constate également que la divergence, elle dure depuis un certain temps. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va dans l'immédiat avoir un retracement. Vous voyez, là la divergence, elle se forme depuis plus d'un mois sur l'unité de temps de 4 heures. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on a une divergence qu'il faut forcément directement passer à la vente. Mais en tout cas, ça montre que on a une perte de momentum. Et en horaire, finalement, d'un point de vue price action, si on devait analyser le prix et se fier uniquement aux signaux du prix, eh bien, on a un canal ici. Et c'est seulement, je dirais que si on sort par le bas de ce canal, qu'on pourra valider les signaux baissiers voilà, des oscillateurs qui sont quand même assez alertants sur les temps intraday. 4 heures, 8 heures, voilà, on n'a pas vu 8 heures, on va y voir après, mais pareil, on a une divergence. Donc voilà,
Les oscillateurs, c'est bien. On peut avoir n'importe quel indicateur, c'est très très bien. Mais finalement, ce qu'on trade avant tout, c'est le prix. Donc, il faut des confirmations du prix. Et donc, pour moi, un signal baissier sur le prix du S&P 500 serait en cas de sortie par le bas de ce canal. Finalement, si on devait tracer un petit peu le momentum avec des flèches, regardez, ça fait quoi? Ça fait momentum puissant, perte de momentum. Ensuite, on va probablement être en consolidation et, euh, et peut-être, hein, je dis pas qu'on on va faire cela, hein, moi j'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais voilà, vous voyez, c'est souvent comme ça une tendance. On a un momentum puissant après un sell-off, ensuite perte de momentum et, euh, et soit on a une correction légère avant un nouveau rebond, ou soit on a un nouveau sell-off. Voilà. Donc c'est un peu à cela dont il faut surveiller, je pense. Et tant qu'on est dans ce canal, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y en a qui vont peut-être tenter des achats en bas du canal pour viser les 2800, ce qui est techniquement valide. Maintenant, il faut savoir que si on passe sous ce canal, ça commencera à devenir vraiment inquiétant pour la S&P 500. Ah oui, super cette astuce, cotation, force relative, je vais regarder ça, merci beaucoup. Et bien de rien Laurent. De rien, force relative, c'est des indications, enfin ça vous donne des indications extrêmement puissantes, hein. Forces relatives sont extrêmement utilisées par les gérants de portefeuille. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir quel actif surperforme. Parce que là, par exemple, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a? On a le gold qui est haussier, on a le S&P qui est haussier. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez les deux, euh, ok, mais sur quel actif vous mettez le plus de vos capitaux? Parce que les deux sont haussiers. Donc, vous mettez quoi? Vous faites 50-50 ou vous faites quoi? Je ne sais pas. Eh bien, pour cela, vous faites une analyse des forces relatives. Une analyse des forces relatives, c'est extrêmement surveillé encore une fois. Moi personnellement, vous savez que j'ai passé le CFTI, donc c'est un certificat d'analyse technique. Donc j'ai passé la dernière épreuve c'était le 25 octobre et dans ce niveau-là, donc c'était le dernier niveau hein, de la dernière épreuve, c'était vraiment donc c'était 3 heures hein, d'épreuve et peut-être pendant 1 heure et demie c'était que des forces relatives, hein. C'est votre exercice, c'est voilà justifier comment allouerez-vous votre portefeuille selon ces forces relatives. Vous avez peut-être, on vous donne 15 forces relatives sur des graphiques et vous devez voilà commenter pourquoi enfin le pourquoi du comment. Vous devez justifier voilà vos choix en fait finalement. Est-ce que vous allouez plus à l'or que le S&P? Pourquoi? Pour quelle raison? Vous voyez? Eh bien, c'est que selon des forces relatives que vous regardez cela. Donc là, par exemple, si on se met sur le gold, d'accord? Ou plutôt sur le S&P, ça va être mieux. Voilà, S&P, et on va ressortir notre force relative avec l'or, d'accord? Vous n'allez pas mettre un récit sur des forces relatives, c'est possible, hein, mais bon, c'est surtout du chartisme. Vous pouvez mettre des moyennes mobiles et vous pouvez faire du chartisme. Si vous voyez une épaule tête épaule, c'est également valable sur des forces relatives. Alors, on me dit plus de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son fonctionne? Décidément, aujourd'hui, pas mal de problèmes techniques, hein. En tout cas, il semblerait qu'il y ait quelques problèmes. Alors, Phil qui me demande bonjour. Est-on en bull market si on regarde uniquement les indices depuis le début de l'année? Si oui, dans ce cas, peut-on définir des niveaux de retracement Fibonacci? Quel seuil à casser pour prise de bénéfice?
Alors, alors oui, voilà, c'est parfait. Donc le son fonctionne. Merci hein, pour ces confirmations encore une fois. C'est bon, il y a une coupure, me dit Laurent. Bah, écoutez, c'est parfait. Alors, Philippe, donc je relis votre question. Est-on en bull market si on regarde uniquement les indices depuis le début de l'année? Alors oui, si on regarde les indices depuis le début de l'année, on est en bull market, bien évidemment. On a eu un rebond quand même de 20% du S&P à peu près, il me semble. Et si oui, dans ce cas, peut-on définir des niveaux de retracement de Fibonacci? Euh, alors oui, mais je vois pas trop l'intérêt, à part si on a un renversement, comme ce que j'attends hein, depuis maintenant pas mal de semaines. Vous savez que, voilà, comme j'ai dit ce matin, si on a une sortie par le bas du canal haussier dans lequel le S&P évolue sur une temps horaire, on l'a vu en vert. Si on a une sortie par le bas, c'est les retracements de Fibo qu'il faudra utiliser. Voilà. Donc je reviens dessus. Tac. Donc en horaire, voilà. Si on sort par le bas de ce canal, faudra utiliser les retracements de Fibo. Bon, par rapport au sommet, imaginons que le sommet, ce fut voilà, hier, on cherchera un retracement de 38%. Donc finalement, en retour à 2618. 2618, rappelez-vous, c'est le bas de ce voilà, canal, on va dire. Le canal range plutôt, pardon. Donc voilà, finalement, si on a une sortie par le bas du canal haussier horaire, on vient chercher ce support, cette zone de support. On va pas aller chercher 2603 au pips près, mais voilà, on ira chercher concrètement le bas de ce range. Et par contre, si on a un breakout, techniquement, si on a un breakout au-dessus de 1821, là, clairement, on va chercher 2941. C'est clair. Donc, les retracements de Fibo seront utilisables en cas de renversement de tendance. Voilà. Ou alors, vous pouvez utiliser des retracements de Fibo dans ce sens-là. Donc, vous mettez voilà, 0, voilà, plus haut, plus bas. Et ensuite, pour avoir un objectif haussier, d'accord? Parce que les retracements, vous avez aussi extension. Hein. Bon, extension, c'est ici. Voilà. Et donc, les extensions, hop, excusez-moi. Objectif 3325 d'après les retracements, les extensions de Fibonacci pour le coup. Donc ce serait un objectif à 3322. Bon, avant il y aurait les 3000 points. 3000 points, ce sera vraiment une résistance solide. Hein. Rappelez-vous, lorsque le S&P est revenu à 2000, c'était il me semble en 2017, est venu atteindre 2000 pour la première fois. 2000, regardez, 2000 points. On est venu voilà, un petit peu douter à cette période-là. Ensuite, on est venu consolider et ensuite on a vu le bull market. Donc c'était pas en 2017, pardon, c'était en 2014. Autant pour moi. Mais vraiment, on a quitté ce seuil, vous voyez, cette zone entre 2150 et voilà, cette zone de range. Hein, finalement, ça c'était un range. C'était une période de prise de bénéfices. C'était la fin des QE de la Fed. On commençait à entrevoir voilà, le début d'une normalisation de la politique monétaire. Ensuite, on est sorti. Là, on avait un premier signal haussier. Et là, l'élection de Trump. Et voilà. Donc là, vous voyez 2000 points. On ne peut pas sous-estimer les seuils psychologiques et encore moins voilà, ces seuils comme 2000, 3000, etc. Le S&P, il s'arrêtait où? Donc 600, d'accord. Là, regardez le top. Top, c'était quoi? C'était 1500 et quelques, 1580. Top de 2007 et top de la bulle tech. Donc c'était 1500 points concrètement. Vous voyez, si on met 1500, voilà, on va pas me mettre au point près, mais voilà, 1499, regardez. Résistance, résistance, grosse divergence ici et ici. Bon, la divergence elle se faisait attendre. Il faudrait plutôt aller sur une unité de temps mensuelle pour bien la voir, mais on peut être certain qu'on avait une divergence ici sur du mensuel et là on en avait une voilà, sur du weekly et sur du mensuel également. Donc voilà, les seuils psychologiques sont fortement sont extrêmement surveillés, donc on ne peut pas sous-estimer la puissance des 3000 points. On peut avoir un breakout ferme, mais ensuite une consolidation qui peut durer quelques jours, voire plusieurs mois, ou même 2 ans, hein, comme ce fut le cas en 2014-2015. Hein. De la mi-2014 jusqu'à mi-2016, on était resté autour des 2000 points. Voilà, on était dans un range, on va dire de 250 points, 300 points. C'est un grand range, mais pour 2 ans et demi, c'est pas grand. Enfin, pour 2 ans de période, c'est pas beaucoup. Vous voyez. Donc voilà, si on casse 2008 à long terme, hein, là on fait du long terme, hein, c'est pas du tout du day trading. On vient chez 2941, puis potentiellement 3000. Après, bon, soit on va avoir un retour
voyez, à 3100, peut-être 3150, un pullback, consolidation. Voilà. Après, bon, j'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais c'est vraiment l'évolution type qu'on aurait. Donc quel seuil pour prise de bénéfice? Alors ça dépend quel seuil pour que vous sortiez du marché si vous êtes long, ou quel seuil on va dire en take profit. Et c'est quoi votre question précisément? C'est take profit ou stop loss? Parce que si c'est take profit, honnêtement, moi je ne suis pas un grand fan de mettre des take profit si vous traitez les tendances sur du moyen long terme. Si vous traitez les tendances de moyen long terme, honnêtement, personne ne pourra vous dire quand est-ce qu'une tendance va se terminer. Personne ne pourra vous donner la certitude. D'accord? On peut avoir des idées, mais regardez, ceux qui ont payé le S&P au plus bas en 2009, il y en a qui se sont dit bon, je vais prendre que voilà, on va attendre un petit peu, euh, d'accord. Donc on est à ce moment-là. Il y en a qui ont payé parce qu'on a capitulation, ça c'est typiquement un signal haussier. Hein. Dès qu'on a une capitulation comme celle-ci, bah c'est regardez, c'est exactement comme ce qu'on avait eu là récemment. Hein. Capitulation, correction, voilà, V-bottom. Donc là V-bottom, on peut même voir une épaule, une tête et une pseudo-épaule. Bon voilà, il y a plusieurs patterns qu'on peut distinguer ici. Il y en a qui ont peut-être pris des bénéfices, voilà, qui sont contentés de prendre des bénéfices à 1002. Il y en a d'autres peut-être aux anciens plus hauts historiques, vous voyez ici, à 1500. Mais depuis, vous voyez, depuis 2013, le S&P a presque doublé. Hein. On est venu frôler les 3000 points. Donc, vous voyez, finalement, une tendance, personne ne peut savoir quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc, si vous tradez sur du moyen terme, moi, enfin, en tout cas, je pense pas que les take profits soient vraiment soient à conseiller, pardon. Autant mettre un trailing stop, vous savez, un stop suiveur. Au moins, vous laissez la tendance se développer. D'accord? Le marché a toujours raison. Donc voilà. Mais bon, concrètement, les seuils à surveiller pour prendre des profits, je dirais, c'est 2941, 3000, et ensuite, voilà, des retracements des extensions comme 3322. CAC 40, 5200 points, on flirte avec. On a eu la clôture à 5199 hier. En tout cas, d'après les contrats d'IG. Sur le futur. Je dis bien sur le futur, pas sur le cash. D'accord? Sur le cash, on a eu une clôture. Alors, sur le cash, tac, 16 heures, on a une clôture 5201 points. Donc on est, vous voyez, bon, concrètement, on a clôture à 5200. 5200 chiffre rond, seuil psychologique, mais également seuil technique, comme on peut constater. Et c'est également surtout la moyenne mobile à 200. Vous voyez. Mais bon, RSI toujours bullish, tendance bullish. On n'a pas de signaux baissiers, ni même avec les chandeliers. Hein. Vous voyez, on n'a pas de shooting star, on n'a rien du tout. Donc pour le moment, ça reste bull. Et encore une fois, si on se fie à l'analyse technique, vous voyez que le CAC, c'est dans un canal parfaitement haussier. Honnêtement, il est parfait ce canal. Donc tant qu'on sera dans ce canal, les stratégies longues seront à privilégier. Maintenant, si on a une sortie par le bas, eh bien, il faudra chercher des extensions de Fibonacci. Plus on ira haut dans ce canal, plus le retracement devrait être important, puisque finalement, vous voyez que 38% depuis ce sommet-là, c'était qu'une baisse de, allez, voilà, de tête, comme ça fait 100 points de baisse, un peu plus de 100 points, d'accord, pour chercher un retracement de 38%. Forcément, si on vient utiliser des retracements sur une distance plus longue, là, 38%, on passe de 5002 à 4950. Ça fait 250 points de baisse. Vous voyez, on ne parle pas du tout du même mouvement. Donc là, bon, le CAC développe sa tendance haussière. Pour les voilà, swing traders, des traders, concrètement, ce canal, ça sera votre allié, tant qu'il est respecté. Maintenant, si on a une sortie par le bas, alors peut-être pas sur du horaire, parce que vous voyez, on peut avoir des faux breakouts, mais si on était un peu plus fort, comme le 8 heures ou comme le daily, si on a une cassure, là, clairement, ce sera un signal assez baissier, assez majeur. Et on ira chercher dans un premier temps un retracement à 5000, qui est un seuil psychologique important et qui correspond, ouais, on l'a vu, proche du retracement de 38%. Hein. 38%, c'est à 4950 points. Donc voilà, là, il y aurait un puissant niveau de support, 5000. Et ensuite, on irait potentiellement plus bas. Mais en tout cas, on va dire que dans le meilleur des cas, quand on aura une correction, ça sera 5000 points à surveiller, à aller chercher même. Donc voilà, il suffit juste d'attendre la cassure du canal. Dès qu'on a une sortie par le bas du canal, c'est direction 5000. Dans le meilleur des cas. Hein. Dans le pire, on vient chercher les plus bas de février. Les plus bas de décembre, pardon. Donc voilà, vraiment le meilleur des cas sera un aller simple pour 5000 points. Pour le DAX, alors DAX c'est un peu la même... Ah, on a quelque chose d'intéressant sur le DAX. Bon, ça se ressemble, hein, mais bon.
Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a dépassé non seulement cette oblique baissière, mais également le sommet du début février. Donc c'est un signal qui est bullish, hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les acheteurs ont repris la main, puisque là c'était les vendeurs, on avait des prises de bénéfices à ce moment-là. Donc là finalement les acheteurs ont été plus courageux que les vendeurs. Donc c'est témoin quand même d'une certaine confiance de la part des investisseurs, ce breakout, parce que c'est une double résistance, c'est cette trendline et ce plus haut. Donc voilà, faut pas sous-estimer quand même ce breakout. Euh, voilà, donc c'est haussier. Et là, la prochaine résistance, comme on l'avait dit hein, il y a quelques temps, quelques séances, eh bien c'est la ligne de coup de l'ETE vers 11 550. 11 550, ça sera la ligne de coup de l'ETE, mais ce sera également, je reviens au journalier, cette oblique baissière qui, on ne peut pas sous-estimer son rôle, puisqu'elle a fait office de résistance en juin, en juillet, en septembre de l'année dernière. Donc voilà, là on a une zone de confluence de résistance, 11 550, c'est le prochain objectif pour les day traders, swing traders. Est-ce qu'il faut passer à l'achat maintenant? Écoutez, ça me semble très 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 risqué. Pourquoi? Parce que ni le CAC ni le S&P n'a validé le breakout. C'est-à-dire que le CAC, il reste à 5002. Vous voyez là, il est à 5002. On a clôturé à 5002 pile, on n'a pas clôturé au-dessus de 5002. Et le S&P, il est où? Il est à 2790. On n'a pas clôturé au-dessus des 2800. Donc on a le S&P qui est sous un plafond à court terme et le CAC également. Donc le DAX, oui, il fait un breakout. Donc voilà, il y a un signal haussier. Maintenant, ça me semble assez risqué. Après, c'est à vous de voir votre profil de risque. Vous tradez, vous connaissez mieux votre profil de risque que je connais le vôtre. Donc voilà, c'est à vous de trader en fonction. Mais voilà, concrètement, on a le CAC qui n'a pas validé le breakout et le S&P non plus. Voilà, donc là j'ai tracé un canal, même s'il n'est pas encore valide puisqu'il faut 4 points de contact, mais ça nous donne une idée, voilà, du momentum qu'on peut s'attendre. Dow Jones, puisqu'on me demande le Dow Jones, donc là faut remonter la vague 5. J'ai fait un décompte Elliott vraiment très très rapide, il faudrait que j'aille plus en profondeur, mais voilà, donc 1, 2, 3, 4, et là on est en train potentiellement de faire la 5e vague. Donc là, l'une des règles des vagues d'Elliott, c'est que la 3e vague ne peut pas être la plus petite, d'accord? C'est souvent la plus grande, souvent, mais c'est pas la règle, hein. La règle, c'est pas la vague 3 est la plus grande. La règle, c'est que la vague 3 n'est jamais la plus petite. Donc là, la vague 3, elle est clairement pas la plus petite, puisque si on prend cette distance et qu'on la reporte, oula, décidément, et qu'on la reporte au niveau de la vague 1, vous voyez que la vague 1 est plus petite, puisque là, la distance, vous voyez, de la vague 3, elle dépasse celle de la vague 1, de peu, mais elle dépasse. Donc, le décompte Elliott, pour moi, est respecté. Alors, il y a d'autres règles, bien évidemment, mais là, les autres règles sont respectées. La vague 4 ne passe pas sous la vague 1, donc ça, c'est respecté. Et là, donc, si on doit faire un décompte rapidement, bah, de vue, comme ça, donc si je me mets en 4 heures, parce qu'on y verra un peu mieux, même en horaire. En horaire, donc là, on a A, B, C, vague corrective. Ensuite, on a la 1, 2, 1, 2. Là, on est en train de faire la 3e de la vague 5. Donc la 3 de la grande 5. Donc c'est pas, a priori, c'est pas la fin. En tout cas, d'un point de vue des vagues d'Elliott. Voilà, la résistance des 2800 points sur S&P, son équivalent sur le Dow Jones, c'est celle-ci, vous voyez. Celle-ci qu'on va étendre. Voilà, donc là, pareil, on teste une résistance. Si on a un breakout des 26 277, ça sera un signal haussier pour les 26 951 et les 2941 du S&P 500. Mais là, on voit pareil, le Dow Jones n'a pas validé, enfin, il est sous un plafond également à court terme. D'accord? Donc voilà, il n'y a que le DAX qui a fait un breakout. Donc c'est à vous de juger si voilà, vous voulez payer ce DAX après ce breakout. Techniquement, c'est valable. Maintenant, si on regarde les autres indices, on se demande quand même d'où va venir le prochain catalyseur. Parce que finalement, qu'est-ce qu'a pricé le marché? Pourquoi les marchés sont haussiers? Déjà, on a des tons prudents des banques centrales qui sous-entend une liquidité qui devrait se réduire de façon plus faible que prévu, plutôt plus lente que prévu. Ça, c'est bon pour les marchés actions. Et deux, le marché price, le fait que
Donald Trump va reporter de 60 jours la fin de la trêve commerciale avec la Chine. Donc, les prochains moteurs qui pourraient permettre une hausse, c'est quoi? C'est si on a un accord qui est conclu entre les États-Unis et la Chine, ça n'a pas été pricé, d'accord? Donc ça serait positif. Sinon, c'est des taux d'intérêt qui baissent au niveau de la Fed, ou alors elle annonce clairement la fin de son programme et de son programme de normalisation de son bilan. Et sinon, voilà, je ne vois que ça qui pourrait permettre une hausse des marchés actions à court terme. Parce que là, on voit Donald Trump hier a menacé d'imposer des tarifs douaniers sur les voitures européennes si il ne trouvait pas d'accord avec Bruxelles. Donc ça, pareil, ça pourrait être un catalyseur, autant une menace que qu'une opportunité. Parce que finalement, si on a un accord commercial entre les États-Unis et l'Europe, bah, ce sera positif pour les marchés actions. D'accord? Et pareil, si on a, j'ai oublié le Brexit, le plus important, enfin, c'est pas le plus important, mais l'un des facteurs les plus importants. Si on a un accord sur le Brexit, ça pareil, ça justifierait un regain d'appétit pour ce serait synonyme de confiance. Donc bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont été pricées. Il y a encore des choses qui n'ont pas du tout été, mais voilà. Voilà, le DAX bloque autour des 11 430 points exactement. Donc voilà, DAX breakout, mais attention, prudence aux faux signaux. Un mot sur le Brent. Alors excusez-moi, je prends beaucoup de temps à parler des indices. Maintenant, on a pris 40 minutes quand même à parler des indices, c'est beaucoup. Alors, matière première. Ensuite, je vais faire un rapide tour sur Forex, même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, le Brent, je suis assez mitigé. Alors, techniquement, je suis haussier. Techniquement, je suis haussier sur les cours de pétrole. Vous savez, il y a eu un signal avec les bandes de Bollinger mercredi dernier. On a eu la validation de l'épaule tête-épaule, en fin de semaine dernière. WTI, pareil. Donc, on a des signaux clairement haussiers sur les cours de pétrole qui sous-entendent, dans un premier temps, un retour au moyenne mobile à 200 périodes. Donc, sur le Brent, c'est à 71 $. Donc, voilà, 70, 71. Ça correspond également, vous voyez, à cette résistance devenue support. Donc, voilà, elle devrait probablement refaire office de résistance. Donc, 70 $, c'est l'objectif à court terme pour le Brent. Pour le WTI, ça sera la moyenne mobile à 200, donc 62, 76. D'ici à ce que le WTI rejoigne sa moyenne mobile, la moyenne mobile sera descendue probablement à 62. Vous voyez. Donc voilà, 61, 62 sera l'objectif du WTI. Maintenant, le problème avec ce scénario-là, c'est que si on anticipe un rebond des cours de pétrole, c'est-à-dire qu'on est aussi sur les marchés actions. Voilà, qu'on le veuille ou non, une hausse des cours de pétrole, c'est haussier pour les marchés actions. J'ai tweeté cela. Hier, il me semble. Tac, tac, tac. Ou alors je l'ai écrit dans mon article. C'était plutôt dans mon article d'hier. J'ai fait un graphique. Brent, voilà. Signaux mitigés. Voilà. Donc, techniquement, c'est haussier. Mais voilà. S&P, Brent. J'aurais pu faire quasiment la même chose avec le CAC 40. Mais voilà. Le graphique parle de lui-même. C'est-à-dire que si le Brent, il vient demain chercher 71 $, sa moyenne mobile à 200, le S&P, il va probablement casser les 2800 points, vous voyez. Donc voilà. Est-ce que le S&P, moi je vois pas le S&P casser les 2800 points. Maintenant, le S&P, c'est pas lui qui guide le Brent. Le Brent, c'est un indicateur leader des marchés actions. Le Brent influence le S&P. C'est pas le S&P qui influence le Brent. D'accord? C'est pas l'inverse. Donc le Brent, il a des perspectives haussières. Donc le S&P, voilà, techniquement, le S&P, voilà, il est sous plafond, mais le fait que le Brent soit haussier, ça complique les stratégies vendeuses. Et c'est pour ça que pour le moment, je passe pas à la vente sur le S&P 500. Si demain le Brent commence à devenir fragile et même commence à se renverser, ça serait parfait, puisque ça renforcerait nos perspectives baissières sur le S&P. Mais là, concrètement, payer le Brent et vendre le S&P, ça arrive, c'est ces périodes en rouge, vous voyez, où là on a une décorrélation, plutôt pardon, ce moment-là. Donc là, on a une hausse du Brent, on a le S&P qui consolide, on n'a pas une chute, hein, mais on a une consolidation. Donc ça arrive, mais c'est assez rare. Si on regarde, c'est quoi? C'est 80% du temps, le S&P et le Brent évoluent dans la même direction. D'accord? Donc voilà, compliqué à être baissier sur le S&P pour un moment tant que le Brent est haussier. Voilà, donc cours de pétrole, perspective haussière, techniquement c'est haussier. C'est haussier. Et au niveau de l'or, bon, l'or, on est revenu chercher ce sommet de juillet 2014 à 1345. Donc si je prends un petit peu de hauteur, vous voyez que ce sommet, c'est celui-ci. Vous voyez.
Donc c'est un sommet que je mets en pointillé parce que c'est pas non plus un sommet annuel. Mais voilà, là on s'approche. Ça c'est des sommets annuels. Hein. Sommet 2014, sommet 2016, 2015, non 2015 on est en dessous. Donc voilà, 2014, 2016, 2018 j'aurais pu le mettre. 2018 c'est 1363, c'est légèrement en dessous. Vous voyez, donc là on arrive proche de résistance vraiment très importante. Donc là le vrai test à long terme hein, du gold. Si on se met sur du mensuel, regardez, du mensuel, le vrai test, c'est quoi? C'est 1300, la zone entre 1380 et 1400. Cette zone de 20 $, c'est un test majeur. Si on passe au-dessus, c'est direction 1500, voilà, au moins 1500. Voilà, donc le vrai test à long terme, vraiment, c'est 1380 points. C'est le vrai test pour du long terme. À court terme, on est toujours dans ce canal. Toujours dans ce canal. Probabilité d'un pullback quand même non négligeable. Hein. Regardez, si on regarde un petit peu les phases du gold, c'est quoi? C'est une impulsion, un retracement. Impulsion, retracement. Impulsion, retracement. Là, une belle impulsion, un retracement. Impulsion, on revient à l'ancien top. Impulsion, je ne serais pas surpris si lors des prochaines séances, on revient à 1326. Et ensuite, on a un nouveau rebond. D'accord? En tout cas, tant qu'on reste dans ce canal haussier, la tendance à court terme est haussière. En day trading, bon, on a un doji, ça c'est un doji sous résistance, c'est pas un bon signe. Donc je vois plutôt une perspective baissière pour l'or en intraday. Voilà. Perspective baissière en intraday pour l'or. Voilà. Mais en tout cas, tant qu'on reste dans ce canal, honnêtement, hein, là, la prochaine résistance, ça se paye déjà l'or, hein. Et deux, la prochaine résistance, c'est quoi? C'est 1366. Quels sont les facteurs de soutien de l'or? Si on a une baisse des taux d'intérêt des politiques monétaires, ce qui est quand même, je dirais pas fort probable, mais il faut savoir qu'il y a plus de probabilité, d'après les contrats futurs des Fed Funds Rate, pardon, il y a plus de probabilité qu'on ait une baisse des taux d'intérêt qu'une hausse des taux d'intérêt de la Fed cette année. On a 25% de chance d'avoir une baisse des taux d'intérêt de la Fed cette année, contre à peine 2 ou 3% d'une hausse des taux. Donc voilà, le marché price beaucoup plus sur un cut plutôt qu'un hike des taux. Donc ça, c'est un facteur positif. Deuxième facteur qui soutient l'or, c'est quoi? C'est le regain d'appétit pour les économies émergentes. Qui dit économie émergente qui s'améliore, dit hausse de la demande d'or. Il faut savoir que les émergents demandent énormément d'or. Donc voilà, si les émergents vont bien, la demande d'or devrait augmenter. Et troisième facteur, c'est la volatilité implicite, autrement dit le VIX. Si le VIX demain commence à bondir, donc en fait si on a une correction des marchés actions, le gold sera apprécié. Donc voilà, on a ces trois facteurs qui sont les plus à même de justifier la hausse de l'or. Donc voilà, donc pour moi c'est haussier, hein, l'or, hein, fondamentalement et techniquement c'est haussier. Et là au-dessus des 1345, la prochaine résistance c'est quoi? C'est le sommet 2018 à 1366, viendra ensuite les 1375, les 1388, pourquoi pas les 1400, et c'est ces vrais tests 1400. Voilà, cette zone vraiment très large, mais bon on parle sur du long terme, c'est normal qu'elle soit large, mais voilà, cette zone là, si on passe au dessus, bon, ça m'étonnerait qu'on passe au-dessus avec ce momentum. Hein. Va falloir s'attendre qu'on y sorte hein, de ce canal. Hein. Là, un momentum aussi important que celui-ci, vous voyez que l'angle, la pente est extrêmement pointue. Pointue, pardon. Plutôt, la pente est importante, excusez-moi. Donc, ça m'étonnerait qu'on reste très longtemps dans ce canal. On va peut-être perdre un petit peu de momentum. Ce qui est même fortement probable. À l'approche de ces résistances et des résistances majeures, on devrait quand même avoir des prises de bénéfices. Ça me semblerait normal qu'on ait des prises de bénéfices vers ces niveaux de prix. Donc je ne serais pas choqué que on commence à avoir un ralentissement du momentum. Maintenant, même si on sort par le bas de ce canal, est-ce que ce sera un signal baissier? Oui, sur du court terme, mais sur du moyen terme, on reste, vous voyez, on a un canal haussier de moyen terme. Donc voilà, l'idée c'est que concrètement, à moyen long terme, on restera boule tant qu'on reste au-dessus de cette oblique. Ouais, support. Pouvez-vous nous donner les seuils Fibonacci sur le WZT et le Brent? Alors, quel seuil précisément? euh, alors, les seuils par rapport de où à où? Parce que voilà, c'est un petit peu. Alors déjà, on peut peut-être montrer ces seuils-là. 50% de retracement. Vous voyez, là, on a peut-être des prises de bénéfices à ce niveau de prix, 68,45. Mais par contre, si on commence à avoir une correction des indices, des cours de pétrole, bon, ça dépend où sera le top. Mais vous voyez que en fait, ce sera un retour dans cette zone de prix.
Le pétrole va énormément dépendre des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Si on a un accord, bon, le pétrole, il y a de fortes chances, enfin, ça renforcera les perspectives haussières. Il faut savoir que l'objectif de cette épaule tête épaule inversée, c'est quoi? C'est 80 $. Hein. Voilà, c'est l'objectif. Donc, si on a un accord commercial, pourquoi pas viser les 80 $? Par contre, si on a un échec des négociations, si on a des nouvelles sanctions, peu importe, enfin des nouveaux tarifs douaniers plutôt, les cours de pétrole ont de fortes chances de revenir dans ce range. Les seuils en cas de prise de bénéfice. Alors, c'est-à-dire en cas de baisse, bien voilà, il faudra chercher du plus bas au sommet, donc ça dépendra où sera le sommet, mais ensuite il faudra chercher un retracement de 38%, 38 au minimum. Donc encore une fois, ce sera un retour dans cette zone de prix. Quels phénomènes sur les devises peuvent emmener le VIX à la hausse? Alors sur les devises, les devises n'ont pas de lien direct sur le VIX, mais disons qu'ils sont, voilà, c'est des catalyseurs fondamentaux qui font fluctuer les marchés financiers. Donc voilà, le VIX, comment il pourrait progresser? Le VIX, c'est quoi? C'est la volatilité implicite, c'est la panique. Autrement dit, c'est l'indice de la peur, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc l'indice de la peur, comment il pourrait s'emballer? Eh bien, encore une fois, si on a une intensification de la guerre commerciale, alors que le marché price un report de la fin de la trêve commerciale, ou alors si on a une Fed qui se montre finalement plutôt hawkish, d'accord, qui reste hawkish, alors qu'elle s'est montrée flexible, ça serait pareil, un synonyme vraiment serait inquiétant pour les marchés. Ou alors, je sais pas, si on n'a pas de Brexit, si on n'a pas d'accord sur le Brexit, ça serait pareil, un phénomène qui serait synonyme d'incertitude. Donc ça serait pareil, ça pourrait provoquer un mouvement de panique. On peut très bien imaginer que si on a également une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, eh bien ça, ça peut créer un mouvement de panique. Vous voyez, on a quand même pas mal de phénomènes qui pourraient autant être des opportunités que des menaces. En ce mois de février et même depuis le début de l'année, ces phénomènes jouent comme des opportunités pour les marchés. Ça soutient les marchés. Maintenant, c'est pas parce que ça les soutient maintenant que ça va continuer à les soutenir. On l'a très bien vu finalement, c'est l'inverse de ce qu'on a connu au précédent trimestre. Au quatrième trimestre, la guerre commerciale, le ralentissement de l'économie mondiale, oui, ont provoqué cette correction des marchés actions. Aujourd'hui, enfin finalement, depuis la fin décembre, ça a été intégré dans les prix, donc on a eu un rebond. Mais ça ne veut pas dire que demain, on va avoir une poursuite du rebond. Pour avoir une poursuite du rebond, il va falloir avoir des nouveaux catalyseurs positifs. Si on commence à avoir des catalyseurs négatifs, eh bien, on va avoir des prises de bénéfices, probablement, très probablement, un emballement du VIX, ce qui sera positif pour l'or. C'est pour ça que l'or, j'ai écrit un article il y a 2 jours. Pour moi, l'or a énormément d'alliés de son côté pour cette année. Je vous invite à le lire, je vous envoie le lien. Mais voilà, qu'il y ait un accord commercial ou non, pour moi, l'or sera le grand gagnant. Donc, je vous envoie l'article, ça vous prendra 2 minutes à le lire, mais je pense que ça peut vous intéresser. Pourquoi l'or est, selon moi, un actif qui sera gagnant si on a un accord commercial, sera gagnant si on n'a pas d'accord commercial. Dans les deux cas, pour moi, il sera gagnant. Donc voilà, je vous l'explique dans cet article, donc je vous invite à le lire. Voilà tout pour ce point de marché. Ah non, pardon, on n'a pas fait les Forex. Alors, on a pris 55 minutes, on n'a toujours pas parlé du Forex. Eh bien, écoutez, nous parlons beaucoup. Hein. Donc, l'euro-dollar rebond à 15. Bon, il est timide, hein, ce rebond, mais bon, on en a un en tout cas. Soutenu par quoi? Par des chiffres européens potables à court terme. Voilà, potable. Des chiffres américains qui ne surprennent pas. Donc ça soutient la hausse. Mais bon, pour le moment, voilà, à moyen terme, on reste dans un triangle descendant. Faut le garder à l'esprit. Mais bon, le fait qu'on a ce rebond, ça nous donne des perspectives haussières jusqu'à cette oblique vers, ça va dépendre du momentum, hein, bien évidemment, mais vers 1,14, 1,14, 1,1450. L'USD Yen 110, 729. Alors, 110, 72 plutôt, toujours dans ce canal qui se transforme en biseau. Voilà. Donc là, voilà, c'est neutre hein, pour le moment. Vous voyez, pas grand chose à dire. Hein, c'est vraiment neutre. Hein. L'USD CAD, alors l'USD CAD assez intéressant parce que techniquement, regardez, il est revenu tester sa moyenne mobile à 200 et il revient également proche du bas de ce canal de moyen terme. Bon, on a un canal de long terme ici et on a un autre canal ici. Donc là, vous voyez, on vient proche de ce canal qui a été testé à 3 reprises. Hein. 1, 2, 3. Donc creux, sommet, creux, presque le sommet. Donc voilà, là on teste un niveau de support quand même assez important, vers 1,31, d'autant plus qu'en hebdo, c'est un mode mobile à 200, regardez.
1,30, 1,31, sa moyenne mobile à 200 semaines. Donc voilà, on teste un niveau de support très important. Voilà, le CAC a beaucoup profité de la hausse des cours de pétrole. Si l'UN poursuit la hausse des cours de pétrole, l'USD4 continuera à être baissier. Hein. Là, le facteur qui influence le plus l'USD4, c'est pas le dollar US, c'est les cours de pétrole. Donc si le pétrole tend, si le Brent rejoint sa moyenne mobile à 200, l'USD4 sera baissier, tout simplement. Il reviendra à 1,30. Donc là, si on a un breakout, si on sort par le bas de ce canal, c'est direction 1,30. AUD, mauvaise surprise avec les dernières nouvelles. Alors oui, donc l'AUD, je le rappelle, ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, on a eu une annonce de Reuters euh, indiquant qu'un port de Chine, alors je ne me souviens plus le nom, je l'ai écrit de toute façon dans mon briefing quotidien. Vous savez que j'écris un briefing quotidien tous les matins. Euh, Tac, voilà, les bourses européennes devraient ouvrir en hausse, hop. Donc c'est l'un des derniers paragraphes. Voilà. Donc sur le Forex, devise refuge sous performance ce matin, la UDNZD plonge après une annonce de Reuters indiquant que le port chinois de Dalian a restreint les importations de charbon australien et le niveau global d'importation à un niveau ne dépassant pas 12 millions de tonnes cette année contre 14 millions l'année dernière. Donc la Chine, concrètement, enfin le port de Dalian va réduire ses importations de charbon et va restreindre les importations de charbon australien. Or, on sait que le premier client de la Chine, c'est qui? Le premier client de l'Australie, bon bah du coup, voilà. Le premier client de l'Australie, c'est qui? C'est la Chine. L'Australie est un important exportateur et net exportateur. D'ailleurs, c'est l'un des rares pays qui est net exportateur vers la Chine. Donc voilà. Le fait qu'on a eu cette annonce, ça sous-entend une réduction de l'activité minière en Australie. Et puisqu'on sait que l'Australie est un important voilà, producteur de, enfin, je sais pas, oui, producteur de minerais, hein, d'or, de cuivre, etc. Eh bien, voilà, ça pourrait impacter son économie. Donc c'est pour ça que l'AUD il plonge avec le NZD. Le NZD, on sait que l'économie néo-zélandaise, elle est corrélée à quoi? À l'économie australienne et chinoise. Vu que les perspectives en Chine ne sont pas très bonnes avec la guerre commerciale et que ce matin, bon, les perspectives sur l'Australie, clairement, voilà, ça sont impactées par cette annonce. Bah forcément, le NZD il suit l'AUD. Voilà, maintenant, ça, c'est un mouvement de court terme. On sait que demain, on va avoir le mouvement inverse. Enfin, il y a de fortes chances qu'on ait un mouvement inverse. Voilà, en tout cas, on voit très bien que d'un point de vue d'analyse technique, la moyenne mobile à 200, hein, résistance, 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 voilà, on la voit très clairement. On peut également voir une épaule tête épaule qui est en train de se former, loin d'être validée, hein, puisqu'on n'a pas eu le cassure de la ligne de coup. Donc ça ne sert à rien d'anticiper la cassure. Faut surtout pas anticiper la cassure, mais on voit qu'on a dans l'esprit une épaule tête épaule qui se forme. La ligne de coup, elle est à peu près où? À 70-42. Si on passe en dessous, ça donnera un objectif vers les plus bas de l'année. Voilà, donc pour un moment, wait and see, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Regardez, on est en. Il n'y a, y a pas de tendance hein, sur la USD et le NZD USD. Bon, le NZD USD, on est dans un triangle, on va dire ascendant. Clairement, hein. Creux, sommet. On a 4 points de contact. C'est suffisant pour dire qu'on est dans un triangle ascendant. Mais pour avoir un objectif haussier, il faut qu'on casse cette ligne de coup. La ligne de coup qui est à 69, 0,6944. On va dire même, c'est le seuil psychologique des 70. Mais bon, précisément 0,6944. Si on passe au-dessus, on viendra reporter la hauteur de la ligne de coup. Hop, on reporte. Et ça nous donnera un objectif théorique, hein, théorique je dis bien, à 0,7365. À condition qu'on passe au-dessus des 0,6944, bien évidemment. Et il faut savoir que souvent, lorsqu'on a ce triangle, lorsqu'on a des triangles, hein, généralement, eh bien, ça se transforme, une fois qu'on a cassé sur la ligne de coup, bien évidemment, ça se transforme en un canal. Parce que vous voyez que là, ok, on a un triangle, et ensuite, si on a le breakout, on ira chercher cet objectif, mais à l'intérieur de ce canal. D'accord? Donc, on ira chercher à peu près, on pourra espérer un retour vers 0,74, à la rigueur, potentiellement, début d'été de cette année. Voilà, et forcément, on sait, fondamentalement, ça passerait par quoi? Par un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. À l'inverse, si on n'a finalement pas d'accord, si on a même une intensification de la guerre commerciale, le triangle ascendant, qui n'est pas encore validé puisqu'on n'est pas passé, voilà, on n'a pas cassé la ligne de coup, mais du coup, voilà, ça se transformera en un range. On reviendra vers les plus bas. On a presque un diamant sur NZD USD. Alors, tac tac, alors je regarde le diamant.
Alors un diamant, c'est quoi, hein? C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un triangle ouvert, ça a plusieurs noms, d'accord? Un triangle qui s'ouvre avec un triangle symétrique. Et là, du coup, alors, où est-ce que le triangle, je vois pas le triangle ouvert pour le moment. Alors, est-ce que vous pouvez me dire l'unité de temps? Alors, j'essaye hein, de le voir, hein. Je cherche, hein. Ah, d'accord. Je pense. Ouais, mais c'est un petit peu brouillon tout ça, hein. Ouais, non, c'est pas top, hein, ce diamant. Alors, si c'est celui-ci, je suis pas très fan. D'ailleurs, ça fait penser également à une épaule tête-épaule. Regardez, épaule tête, et là, on est en train de peut-être faire l'épaule. Donc là, je vais surligner ce support qui sera quand même assez important. Voilà, parce que ça peut se transformer en ligne de coup. Bon, on aura une première alerte si on sort par le bas de ce canal. Alors le diamant. Alors pour le moment le diamant, moi j'en vois pas, hein. Je n'en vois pas. Donc peut-être qu'il y en a un. Euh, peut-être qu'il y en a un, mais là pour le coup, hein, je pourrais pas, je pourrais pas vous le montrer, hein. Voilà. Bon bien écoutez, je pense que nous avons fait un tour. Alors NZD, alors il manque l'ouverture, mais c'est avec votre canal jaune. Avec votre canal jaune. Alors le canal. Alors il manque l'ouverture. Oh, mais si on n'a pas l'ouverture, on peut pas dire qu'on a un diamant. Mais sinon, je vois totalement. Je vois en fait, c'est d'accord, je comprends. Donc c'est ça, en fait. Là, vous avez la fin du diamant, mais puisqu'on n'a pas l'ouverture, on n'a pas quelque chose comme cela, vous voyez. D'accord, là, on est venu juste faire un sommet, d'accord. Donc un triangle, je vous rappelle, qui s'ouvre, c'est plusieurs tests, hein. C'est un sommet, un creux, un sommet. Ensuite, on vient chercher le creux du triangle, cette fois-ci symétrique, le sommet, le creux, et ensuite le breakout. Voilà. Mais là, on n'a pas de triangle, hein, puisqu'on n'a pas le triangle qui est ouvert. Vous voyez que là, ce triangle, il n'a pas été formé, on le voit nulle part. Alors si on le dessine, oui, on le voit, mais d'un point de vue chartiste, il n'est pas du tout valide. Voilà, donc non, on n'a pas de diamant, malheureusement, hein. C'est une figure très très rare, hein. Le diamant, c'est la figure la plus rare. D'accord, faut le savoir. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, on a fait un grand tour, je pense, on a beaucoup discuté. Écoutez, merci hein, pour votre attention tout au long de ce webinaire, hein, plus d'une heure. Écoutez, merci, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, personnellement, pour ma prochaine revue des marchés. Et sinon, vous retrouverez, comme vous le savez, Yoav Nizar à 13h pour sa revue complète des marchés. Voilà, excellente journée à vous, soyez prudents et je vous dis personnellement à demain.